Bonjour, bonjour tout le monde et bonjour surtout à chacun d'entre vous, ou à chacun, tout court, puisque la langue officielle de ce congrès, c'est le tu et le tutoiement. Merci d'abord d'être venu de rejoindre ce congrès, cette série de conférences sur le coaching émotionnel. Et à propos d'émotions, moi maintenant, par exemple, je suis heureux, content, excité et aussi nerveux, tendu. Il y a quelques minutes, je savais déjà que j'allais partager et je savais aussi que ce que j'allais partager, c'était intéressant. Mais comme je suis aussi énormément rempli de respect pour toi et pour ton temps, ce temps que tu veux bien m'accorder, je ne voulais pas te décevoir. Du coup, je ressentais une attente que je croyais être la tienne. C'est peut-être pas la tienne, mais c'est ce que je croyais. Donc, je stressais un peu. Et puis, avec la musique Wingwave, je me suis préparé à cette intervention et à cette émotion surtout. Du coup, je la ressens, mais elle ne m'envahit plus. J'ai une sensation de confiance en moi, je peux me réjouir et donc partager avec toi dans la joie. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons parler de l'auto-coaching, Wingwave, et de la confiance en soi. Et pour que ça marche bien, je vais commencer par vous proposer d'aller sur la page sur Google Store ou sur Apple Store ou Google Play, bon, c'est la même chose, et de télécharger l'application si vous ne l'avez pas encore. Vous la trouverez gratuitement sur ces deux serveurs, donc App Store et Google Play. Et pendant que vous y êtes et que vous téléchargez cette application avec votre téléphone, ça serait pas mal si vous preniez aussi, si vous en avez un à côté, à portée de la main, vous preniez un petit miroir, un petit ou un grand miroir, et que vous le rapprochiez de vous, de l'endroit où vous êtes installé. Pour le smartphone, c'est bien si vous avez aussi, non, c'est indispensable, c'est pas seulement bien, c'est indispensable que vous ayez aussi des écouteurs stéréo pour pouvoir profiter des exercices que nous allons faire pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est que la Wingwave en pratique, qu'est-ce que ça fait sur chacun d'entre nous, comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Et puisque de toute façon, vous vous levez pour aller chercher le miroir et peut-être votre smartphone ou les écouteurs, prenez aussi un bout de papier et un crayon. Ce n'est pas pour écrire un livre, on va juste noter une dizaine de mots maximum. Je vous laisse quelques instants pour faire ça. Ça ne va pas prendre longtemps. Et je vois qu'il y en a qui ne sont pas levés, donc je suppose qu'ils ont déjà tout ça à portée de main. Il y a des gens qui ont de toute façon leur smartphone à côté tout le temps. Il y en a d'autres qui ont de toute façon leurs écouteurs tout le temps à côté. Et vous avez raison, parce que quand on s'ennuie, c'est toujours bien de pouvoir écouter autre chose. Bon, si vous réécoutez cette vidéo, vous aurez de toute façon la possibilité d'appuyer sur pause à ce moment-là. Pour ceux qui sont en direct, j'espère que vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut. Et on va attaquer le sujet de cette petite conférence sur l'estime de soi, la confiance en soi et l'image de soi. Ça peut paraître bête comme chou, mais pour pouvoir s'aimer, il faut s'estimer. Et pour s'estimer, il faut se reconnaître. Pour se reconnaître, il faut se connaître. Pour se connaître, il faut se voir. Pour se voir, il faut se regarder. Pour se regarder, il faut avoir envie et il faut surtout avoir confiance en l'image que nous allons regarder. Et quand on ne s'aime pas, c'est pas évident. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux.
que nous allons, dans quelques minutes, transformer en cercle vertueux. Pour ça, on va utiliser les mots. Les mots qui sont au centre de notre vie de toute façon. Le cortex s'est développé vraisemblablement de telle manière qu'on puisse utiliser les mots et se comprendre avec les mots. Nous nommons toutes les choses. Nous nommons tous les animaux. Nous nommons toutes les personnes. Et ce qui est amusant, c'est que non seulement nous les nommons, mais parce que nous sommes aussi capables d'écrire, nous les écrivons. Et je vais vous montrer un petit quelque chose, si j'y arrive. Voilà, ça prend juste une petite minute. Non, pas tant que ça. Voilà. Par exemple, ceci, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, je vous le dis, c'est l'opéra de Sydney. Mais vous ne le voyez pas encore. Ça ne saurait tarder. Voilà, vous le voyez maintenant, l'opéra de Sydney. Donc, vous voyez l'opéra de Sydney et il y a des mots pour décrire cet endroit-là, qui est un endroit unique. Et puisqu'il est unique, eh bien, il a un nom qui est que pour lui. Et ce qui est amusant, c'est que vous voyez cette image, ou que vous lisiez celle-là, opéra de Sydney, c'est la même partie de votre cerveau qui, entre guillemets, s'allume. Alors, quand je dis qu'il s'allume, on n'est pas non plus dans un arbre de Noël. Hein. C'est simplement, il y a une différence d'activité entre le moment où vous voyez et au moment où vous ne voyez pas ces mots. Et ça, c'est aussi le même endroit qui change que quand vous voyez ou que vous ne voyez pas cette image. Ça se mesure avec l'imagerie magnétique, résonance magnétique, mais je pense que ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui. Donc, nous utilisons des mots pour qualifier les choses, mais nous utilisons aussi les mots pour les disqualifier ou pour les qualifier. Et Rudyard Kipling disait que les mots sont la drogue la plus puissante que l'humanité utilise. Et là, maintenant, on va faire un petit saut. Si je te demande de penser à toi, quel mot te vient en premier à l'esprit? Ton prénom, ton nom de famille, ton surnom, ta fonction, ta qualité, ton défaut principal, le mot je ou le mot moi, toute une phrase peut-être qui te décrit. Quel mot te désigne? Je vais te laisser quelques instants pour trouver le mot qui te représente à toi dans ton esprit. Quand tu parles de toi. Tu as pris un papier et un stylo. J'aimerais que tu notes ce mot. Comment tu t'appelles toi-même? Voilà, je t'ai laissé seul avec toi-même pendant quelques instants. Et maintenant, regarde ce que ça t'a fait. Quelles émotions se sont présentées à toi? Quel ressenti physique? Note-les aussi. Note ce que ça représente, cette émotion. Et maintenant que tu as noté le nom, la qualité de cette émotion,
tu vas lui donner une valeur. Et alors là, je profite pour te montrer une échelle de valeur qui va de moins 10 à plus 10. Et si tu es une émotion que tu ressens comme extrêmement agréable et de façon puissante, tu vas l'avoir à plus 10. Si c'est une émotion qui est désagréable, ça va être plutôt du côté de moins 10, si elle est aussi très forte. Et par contre, tu peux avoir une émotion, mais qui ne te fait pas grand-chose, c'est-à-dire que tu sens bien qu'il y a une petite sensation d'inconfort qui va peut-être être à moins 1 ou moins 2, ou bien une sensation agréable, mais pas extrêmement agréable, qui va se situer à 1 ou 2. Donc, tu notes ça. Regarde bien comment elle s'est manifestée, cette sensation. Si c'était violent, ou sournois, ou tout doucement. Qu'est-ce que ça t'a fait physiquement aussi? Si c'était une boule au ventre, un poids sur les épaules, une gorge sèche. Ce dont on parle maintenant, c'est une émotion. Et l'émotion, pour tout le monde, et pour chaque émotion, elle peut être très différente. Une émotion, tout à l'heure, pour ceux qui ont suivi la conférence déjà de Irma, ils ont entendu le mot émotion, il est construit avec le mot motion. Motion, motio, en latin, qui veut dire mouvement. Et une émotion assez neutre, ça va être quelque chose qui va être un petit peu comme ça. Et puis, par contre, on peut avoir une émotion qui est comme ça, qui est joyeuse et qui arrive. Et puis, on peut avoir une émotion qui est comme ça, et qui peut être aussi un petit peu moins agréable. On va y rester un petit peu sur cette sensation désagréable, cette émotion désagréable. C'est un petit peu amusant de voir ce que ça nous fait. Et chacun peut voir les émotions aussi de façon différente. C'est-à-dire que le même mot peut provoquer une émotion différente simplement parce qu'on va le ressentir, on va le vivre différemment. Si on entend une critique, ou si on voit une critique, on peut la ressentir comme extrêmement désagréable, ou bien, au contraire, constructive. Je viens d'introduire deux choses importantes. D'une part, cette échelle bipolaire d'appréciation subjective et la place des mots dans notre vie. Je dis c'est important parce que c'est un petit peu ça la base, ou pas la base, mais une partie du travail qu'ont réalisé Harry Sigmund et Cora Besser-Sigmund. Cette échelle d'appréciation subjective bipolaire, elle a été développée par eux fin du siècle dernier, et leur but, c'était pas encore pour les émotions, c'était pour évaluer des choses désagréables dans une échelle positive. Ça leur paraissait bizarre. Et c'était ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'ils étaient psychologues de la douleur, et les psychologues de la douleur traitaient de la douleur, et ils demandaient à leurs clients, cette douleur, vous la ressentez à quel niveau? Entre 0 et 10. Aussi, en EMDR, les psychologues utilisaient, certains l'utilisent encore, cette échelle simple qui va de 0 à 10. Donc, ça va être jugé de la même façon, ça va être ressenti de la même façon qu'on parle de douleur ou qu'on parle d'un sentiment de bien-être. C'est sur cette même échelle. Et Cora Besser-Sigmund et Harry Sigmund, qui étaient spécialistes du traitement de la douleur, je le rappelle, et praticiens en EMDR, c'est eux qui ont ressenti le besoin de créer cette échelle du bien-être qui va de moins 10 à plus 10. Et ils ont ainsi obtenu deux avantages. D'abord, de pouvoir ressentir quelque chose de négatif et de pouvoir l'exprimer en négatif. Et d'autre part, d'employer le mot douleur beaucoup, beaucoup, beaucoup moins souvent.
puisqu'à ce moment-là, il pouvait parler de bien-être. Et c'était un bien-être qui était négatif ou qui était positif. Le mot douleur était moins prononcé. Qu'est-ce que ça fait quand on prononce le mot douleur? Le mot douleur, il est aussi un petit peu comme l'expression opéra de Sydney, c'est quelque chose qui est unique. La douleur, c'est quelque chose, on sait tout de suite de quoi il s'agit. C'est un concept, mais c'est aussi tout un tas d'associations d'idées. Et quelqu'un qui a des douleurs, il sait exactement de quoi je parle. Quand j'utilise le mot douleur, elles lui réapparaissent. Le mot douleur, d'ailleurs tous les mots ont un impact sur notre ressenti physique. Et il y a un chercheur qui s'appelle Pierre Rainville qui a démontré que suivant comment on était préparé à la douleur, on y réagissait différemment. C'est lui, Pierre Rainville, celui que vous voyez sur l'écran. Il était donc chercheur, ou il est chercheur à l'Université de médecine dentaire à Montréal. Et il a non seulement vu qu'il y avait une différence subjective, c'est-à-dire que quelqu'un, l'idée de l'expérience un peu simple, on prend des patients, on en fait plusieurs groupes, il y a un groupe à qui on ne dit rien du tout, un groupe qu'on prépare avec de l'hypnose à l'idée qu'ils vont mettre leurs mains dans de l'eau très chaude, et un troisième groupe à qui, par la même hypnose, on va leur dire qu'ils vont mettre la main dans une eau qui va être tiède. Eh bien, ceux qui ont été préparés à l'idée de mettre la main dans de l'eau très chaude ont eu une sensation de brûlure qu'ils ont pu nommer. Ceux à qui on avait dit qu'ils allaient mettre dans de l'eau tiède n'ont pas eu cette sensation désagréable de douleur. Et ceux qui n'ont rien eu du tout comme préparation ont une sensation assez proche de la réalité. Il s'agissait d'une eau qui était, je crois, entre 40 et 47 degrés, c'est-à-dire on sent qu'elle est chaude, mais elle n'est pas ni brûlante ni dangereuse. Alors, je viens de voir que quelqu'un me disait qu'il ne voyait pas la slide. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, c'était Irma qui m'a signalé qu'elle ne voyait pas l'image, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne voient pas l'image? S'il n'y a pas de signal, je vais demander à Irma peut-être de refaire, de re-rentrer dans la salle. Il arrive parfois qu'une image disparaisse. Moi, je la vois. Alors. Je ne vois pas de message autre que celui d'Irma. Je vais arrêter le partage et puis je vais le remettre en route. Désolé, c'est ma faute, t'inquiète pas. D'accord. Eh bien alors, il n'y a pas de problème, puisqu'il n'y a pas de problème. On ne va pas en fabriquer un. On reprend l'image. On était ici, on partage l'écran et ça continue. Voilà. Donc, on revient à notre ami Pierre Rainville et à son expérience avec l'hypnose et la douleur. Et non content d'avoir fait évidemment cette découverte que la douleur était une expérience liée aux émotions, il est allé plus loin et il a dit la douleur est une expérience très liée aux émotions et à la conscience. Et maintenant, il cherche une réponse à une question philosophique beaucoup plus vieille concernant la place de la conscience, mais là aussi, c'est un autre sujet. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les images comme celle-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit quand il y a de la douleur, quand il y a de la douleur qui est préparée ou quand il y a de la douleur où on n'a pas été préparé de façon négative. Alors, on a ici des images et on voit bien la douleur, ce n'est pas un centre de la douleur, c'est des endroits qui réagissent. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire une lobotomie à quelqu'un pour qu'il ne ressente plus la douleur.
Et d'ailleurs, ça ne fait aucun sens puisque c'est grâce à la douleur qu'on est encore vivant. C'est parce qu'on a eu l'expérience de la douleur qu'on évite des choses qui sont pas seulement désagréables, mais aussi dangereuses. Maintenant, j'aimerais que tu ailles chercher le miroir que tu as préparé ou que tu te regardes avec ton téléphone comme si tu allais faire un selfie. Regarde-toi. Qui vois-tu? Et que vois-tu? Ici, là, des petits trucs qui ne vont pas tout à fait. Peux-tu nommer une partie de toi-même qui ne te convient pas tout à fait ou qui te déplaît complètement? J'entends des pensées de certains et de certaines. Rien ne va. Non, non. Ça, c'est possible que vous soyez content de rien, mais c'est un phénomène de généralisation qui est très cher à notre cerveau. En fait, c'est toujours des choses isolées qui nous dérangent. Donc, s'il te plaît, choisis une seule chose. Regarde bien, soit dans le miroir, soit dans l'image de toi-même dans ton ordinateur. Regarde, est-ce que c'est l'oreille, le nez, le cou? Qu'est-ce que c'est que tu voudrais changer? Tu peux aussi te lever, marcher un petit peu, regarder dans une autre glace. Regarde-toi de la tête aux pieds et décide-toi. J'aimerais changer mes genoux, mes hanches, mes pieds. Maintenant, je suppose que la plupart d'entre vous ont trouvé ce qu'ils voulaient changer et qu'ils peuvent le nommer. Alors, puisque vous pouvez le nommer, vous pouvez aussi l'écrire. Note sur ton papier quelle est cette partie du corps. Et on va commencer une petite séance de coaching de groupe. Tu es prêt? Note encore cette partie de ton corps, aussi maintenant avec sur l'échelle. Tu sais, l'échelle de tout à l'heure. L'échelle bipolaire. Quand tu vois ce mot que tu viens d'écrire, tu le notes combien? -2, -4, -6? Ou simplement +2, +3, et que tu te dis qu'en fait tu préférerais l'aimer bien davantage? Visualise le mot qui désigne la partie de ton corps et qui ne convient pas tout à fait. Je parle vraiment du mot, les lettres. Tu prends le mot et il apparaît peut-être spontanément dans ton imaginaire et il est écrit en lettres d'imprimerie ou à la main, en tout petit ou en énorme, en noir, en couleur, en italique. Peut-être même construit avec des objets en 3 dimensions, des petites allumettes, des briques. Et c'est écrit sur un fond qui est uni ou en mouvement ou flou. Puisque tu le vois déjà, comment c'est pour toi? Le mot, les lettres, le fond qui composent cette image, tu les vois, tu les imagines. Prends ton temps et évalue ce que ce mot que tu viens d'écrire a comme impact sur toi. Tu te souviens? L'échelle bipolaire. Allez, on recommence. L'effet du mot que tu viens d'écrire sur toi. S'il t'envahit de façon négative, paf, -10. S'il te laisse froid, 0. Et s'il t'enchante, +10. C'est facile. C'est bon. Maintenant, tu vas pouvoir prendre tes écouteurs et ton smartphone. Et si par hasard tu ne l'as pas encore téléchargé, télécharge l'application Wingwave sur ton smartphone. Parce que nous allons en avoir besoin. Et pendant que ton téléphone est en train de travailler et de télécharger cette application,
Je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Sur l'application WinWave, il y a de la musique qui a été spécialement composée pour provoquer une stimulation cérébrale bilatérale alternée. Le principe, il est simple, c'est un son de cloche à droite, après un son de cloche à gauche, et comme ça pendant toute la durée du morceau. Le nombre de BPM, de beats par minute, est de 63, ce qui correspond au rythme cardiaque moyen d'une personne en bonne santé lorsqu'elle tourne. Et ton cœur va s'orienter spontanément à ce rythme-là. Les instruments que tu entendras sont des instruments physiques, par opposition aux synthétiseurs qui, eux, permettent de fabriquer un nombre infini d'instruments virtuels. Et je répète, la musique, ça sera indispensable de l'écouter avec un casque ou des écouteurs stéréo et de mettre le son suffisamment bas pour que tu puisses continuer à m'entendre si tu n'as pas de smartphone ou de casque. Tu peux tapoter alternativement tes épaules pour provoquer toi-même la stimulation bilatérale alternée. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Tu as ouvert l'application et tu trouves en bas à gauche le mot musique avec la petite note de musique, avec la clé de sol. Il n'y a pas de note d'ailleurs, que la clé de sol. Et tu vas repenser maintenant, encore une petite seconde, ou bien re-regarder ce que tu viens d'écrire sur les mots que tu as écrits et la note que tu lui as donnée. Et tu regardes que ça revienne, que ce soit effectivement comme ça que tu le ressens. Rentre dans cette sensation. Et puis, maintenant, tu vas pouvoir mettre la musique en route. Tu appuies simplement sur jouer. Tu écoutes les premières secondes de cette musique et tu restes attentif à ce que je vais te dire. Tu vas visualiser le mot qui désigne la partie de ton corps. Ce mot, tu le visualises, mais cette fois-ci avec un nouveau sens. C'est le nom d'un nouveau produit de haute gamme et de très bonne qualité. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a une société qui a fait appel à toi pour créer le logo correspondant à ce mot. C'est toi qui es chargé de com. Et c'est toi qui dois trouver comment ce mot doit être écrit pour qu'il soit accrocheur et plaisant. Tu vas devoir imaginer ce mot mis en scène dans un clip vidéo, dans un encart publicitaire, et peut-être même pour accrocher en devanture des magasins qui auront la chance de pouvoir vendre ce produit. Alors, ce mot, quelle couleur il a? Quelle taille? Quelle forme? Et il est en quelle matière? Toi, tu te laisses porter par la musique et par ton imagination. Tu observes comment le mot change. Et lorsque tu es entièrement satisfait ou satisfaite, tu prends le temps de réaliser comme cela est plaisant. Regarde le mot changer. Voilà. Très bien. Voilà. Tu viens de réaliser un petit miracle. Et maintenant, je voudrais que tu notes comment tu ressens ce nouveau mot sur une échelle de -10 à 10. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est au même endroit que tout à l'heure? Est-ce que c'est la même émotion que tout à l'heure? Est-ce que c'est le même ressenti? Et est-ce que c'est plus négatif, plus positif? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde exactement. Regarde. Maintenant, regarde cette partie de ton corps et constate comment et en quoi ton jugement a changé. C'est étonnant. Je te laisse en profiter une petite seconde, mais pas plus. Maintenant, tu peux regarder l'ensemble de ton corps. Et si toutes les parties ne sont pas encore satisfaisantes, au moins tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais pas maintenant. Parce que nous allons
n'avons pas fini avec notre regard sur nous-mêmes. Là, nous allons travailler sur l'image de soi. Nous allons attaquer un deuxième pan qui est l'estime de soi. L'estime de soi qui est plus en rapport peut-être avec le dialogue intérieur. Est-ce que tu sais que nous passons notre temps à dialoguer avec nous-mêmes? D'après des récentes études, on parle jusqu'à 60 000 fois par jour à soi-même. Autant dire qu'on se parle plus à soi qu'aux autres. Juste si tu ne vois pas encore à quel moment tu te parles, je vais te citer 2-3 exemples qui te parleront justement peut-être. Ça commence le matin par « Ah, 7 heures, déjà, il faut que je me lève ». Et ça finit le soir par « Je ne suis pas fatigué, mais si je veux être en forme demain matin, il faut que j'aille me coucher ». Ça, c'est pour les phrases gentilles. Nous nous disons aussi quelque chose quand nous faisons une erreur. « Eh merde, j'aurais pu faire plus attention, quel imbécile je suis ». Et les mots peuvent être encore bien plus durs parfois. Une chose est certaine, c'est que c'est moi. Je vais vous parler sur ce ton-là. Je pense que vous auriez déjà raccroché et en pensant, mais pour qui il se prend ce mec? Ou pire, et vous auriez eu raison. Mais pourquoi laisses-tu une partie de toi-même te parler comme ça? Même quand vous vous dites quelque chose de positif, ou en tout cas qui a une intention positive, pour vous encourager à faire des progrès, les mots que vous choisissez ne sont pas toujours adéquats. Ton cerveau ne fait pas la différence, que ce soit moi ou que ce soit toi qui te parle. Pour lui, c'est la même chose. Alors, on va essayer de faire un travail sur ce dialogue, ou ces monologues, ce ne sont pas des dialogues, c'est monologues. Et on va commencer donc à chercher une phrase. Pense à une phrase que tu te dis parfois et que tu n'aimerais pas entendre dire à ton propos par quelqu'un d'autre. Ça peut être une croyance limitante comme tu n'y arriveras jamais, un jugement comme alors je suis vraiment pas très conséquent, ou alors une injonction du genre tu pourrais être un peu plus gentil peut-être. Voilà, tu as sûrement trouvé une phrase déjà, sinon ça peut être aussi une phrase que tu as entendu dire par quelqu'un d'autre, que tu écoutes et que tu réécoutes en boucle. Ça peut être la voix d'un parent ou d'un prof, d'un ami ou d'une amie, ou même d'un ex ou d'une ex, et puis ça tourne en rond. Cette phrase qui revient toujours. Écoute cette phrase comme elle résonne dans ta tête. Qu'est-ce qu'elle te fait? Note l'effet qu'elle te fait. Toujours pareil sur cette échelle. Si c'est très désagréable, c'est -10. Si ça ne te fait pas grand-chose ou rien, c'est 0. Et si ça te fait plaisir de t'entendre parler comme ça avec toi-même, bah, tu mets un 10. Si c'est quelque chose de désagréable, cette phrase que tu entends, si tu entends qu'elle est désagréable et qu'elle provoque chez toi un désagrément, écoute-la bien et essaie de voir d'où elle vient. Est-ce qu'elle vient de droite ou de gauche? D'en bas? De devant? De derrière? Est-ce que tu connais cette voix? C'est la tienne ou celle d'un membre de ta famille? Et si tu ne la reconnais pas, est-ce qu'au moins tu peux dire si c'est une voix de femme, une voix d'homme, une voix d'enfant, ou bien même une voix de robot? Est-ce que le son semble sortir d'un placard ou bien il résonne comme dans une cathédrale? Et quand tu entends cette phrase, qu'est-ce qu'elle te fait? Quelles émotions se présentent à toi? Quel ressenti physique?
tout à l'heure, je ne vous ai pas demandé d'arrêter la musique parce qu'elle a dû s'arrêter toute seule si vous avez utilisé le morceau de 7 minutes qui s'appelle Feel Well. Et auquel cas, ça serait le moment de remettre cette musique en route. Et maintenant que vous avez mis cette musique en route, vous vous imaginez ingénieur du son. Vous êtes devant la table de mixage. Et vous allez pouvoir mettre un petit peu de réverbération sur toute la phrase ou sur un mot en particulier. Vous allez pouvoir mettre de l'écho. Cet écho peut se répéter à l'infini, ou bien juste une fois, très court. Vous pouvez filtrer le son en lui retirant toutes les basses ou tous les aigus. Vous pouvez le faire passer par un oscillateur. Cet oscillateur, il va pouvoir changer la hauteur à laquelle cette phrase va être prononcée, ou bien il va peut-être faire tourner le son autour de vous, ou bien il va changer le volume. Et sur votre table de mixage, il y a plein de boutons. Il y a tellement plein de boutons que vous ne les avez pas encore tous regardés. Donc, on va les observer ensemble, peut-être 2 minutes. Je vois qu'il y a... Ah oui, il y a des boutons de présélection de son. Il y a un bouton Mickey, il y a un bouton Donald. Et comme vous appuyez sur le bouton Mickey ou Donald, eh bien, la phrase est prononcée par Mickey ou par Donald. Il y a aussi d'autres boutons comme Dark Vador, Siri, Robot. Puis il y en a d'autres encore. Hein. Moi, je ne les vois pas tous. Je les devine. Il y a peut-être des voix d'acteurs ou d'actrices ou d'hommes politiques. Il y a un bouton pour la chorale, pour des chorales. Il y a des chorales féminines, masculines, chorales d'enfants, mixtes. Et vous pouvez choisir dans quel type d'endroit c'est chanté, c'est joué ou c'est parlé. Ça peut être dans un théâtre, ça peut être dans la nature, ça peut être dans une cathédrale. Et tout ça, c'est des petits boutons où il vous suffit d'appuyer dessus. Et puis il y a un bouton qui s'appelle Random, le bouton pochette surprise, pour ainsi dire. Là, il suffit d'appuyer et tout d'un coup, paf, le son se change. La phrase devient exactement une phrase avec un autre son et donc provoque une autre réaction. Alors, que fait cette voix intérieure? Comment a-t-elle changé? Quel effet a cette phrase sur vous maintenant? Quelle différence y a-t-il? Elle te laisse indifférente? Elle te fait sourire? En tout cas, ce n'est pas la même chose. Et si maintenant tu jettes un œil sur ton miroir, maintenant que ton regard a changé, maintenant que ton jugement a changé, ouais, je te laisse encore une fois seul avec toi-même, en train de te regarder. Qu'est-ce que ça te fait? Quelles émotions se présentent à toi? Quel ressenti physique? Tu mets maintenant une note sur ce que tu ressens, toujours entre moins 10 et plus 10. Tu compares par rapport à ce que tu avais au tout début de cette séance. Et puis, peut-être tu essaies de te remémorer le premier mot, comment tu l'avais écrit. Est-ce que ça te fait encore maintenant, peut-être, quand tu le regardes, ce même mot, quand tu l'as écrit différemment? Comment ça a changé et comment tu ressens tout de suite que ça change. Pareil avec le son de la voix, tu le réécoutes une fois de la façon
que ça avait, où ça avait une emprise sur toi. Et puis cette deuxième fois, à la fin de la séance, comment ça se ressent? Eh ben, ce que tu viens de vivre, c'est en fait une séance de coaching qui peut se faire en groupe ou en individuel. Bien entendu, en individuel, on va parler de choses aussi beaucoup plus individuelles, mais on peut déjà faire un coaching en groupe comme celui-là, et on peut aussi, et c'est ça qui est la raison de ce que j'ai fait maintenant, apprendre une méthode d'auto-coaching, parce que tout ce que nous avons fait maintenant, tu peux le refaire chez toi. Tu n'as pas besoin de moi pour refaire la même chose. Tu as la musique, tu as compris comment ça fonctionnait. Et si tu n'as pas compris comment ça fonctionnait, tu peux le réécouter, cette vidéo, aussi souvent que tu veux, et l'utiliser comme méthode d'auto-coaching. Et maintenant, ce que je propose, c'est qu'on utilise le temps qui reste pour parler un petit peu. Je vais dire à un bâton rompu, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Je regarde s'il y a déjà des questions sur le chat. Pour l'instant, il n'y en a pas. S'il y a quelqu'un qui veut parler, je crois qu'il peut allumer directement lui-même son micro et sa caméra. Mais pas tous en même temps non plus. Bon. S'il n'y a pas de questions, je vais finir. De toute façon, il est 42, il me reste 3 minutes. Ah, oui, non, ça c'est un compliment. Merci Stéphanie. Pas de questions, alors donc, apparemment. À moins que je ne sois pas sur le bon. D'accord. Alors, comme je disais, on peut utiliser cette méthode seul, face à soi-même, en auto-coaching. On peut recommencer l'exercice aussi souvent qu'on veut. On peut le travailler indépendamment du regard qu'on a sur soi-même et du jugement qu'on a sur soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, même quand on a une sensation que tout va bien, on peut se poser la question, est-ce que ça pourrait aller encore mieux? Et aussi bizarre que ça puisse paraître, ça peut presque toujours aller encore mieux. Je vais peut-être évoquer un petit souvenir qui date d'il n'y a pas très 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 longtemps. Et pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas seulement coach Wingwave, et j'ai la chance en plus d'être formateur de coach Wingwave. J'ai aussi un petit peu d'ailleurs, comme Irma, comme Vincent et comme tant d'autres, une vie à côté du coaching. Et j'étais, avant de commencer cette aventure, j'étais surtout magicien et chanteur, et absolument persuadé que tout allait bien pour moi, puisque j'avais la chance de faire le plus beau métier du monde. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que d'être magicien et de donner du rêve à vivre aux gens. Et puis en plus, je dois avouer que ça m'avait été très facile de faire ce métier-là. Et quand j'ai fait le spectacle de magie au congrès de la Wingwave, eh bien, il y a juste avant, Cora qui m'a coaché et qui m'a fait un coaching de l'image de soi directement en rapport avec une prise de parole en public. Et mon problème, à l'époque, c'était uniquement l'idée qu'il pouvait y avoir un problème technique et que je considérais que ça me concernait, que c'était mon problème à moi. Depuis ça, s'il y a un problème technique, je me dis, c'est pas mon problème, c'est un problème pour tout le monde et c'est pas de ma faute. Voilà, il est 45. Non, il est 44, j'ai encore peut-être une minute, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'heure exacte? Moi, je n'ai pas l'heure exacte. Je crois que je vais vous dire au revoir parce que je n'ai pas le temps de faire encore un commentaire. Au revoir tout le monde.
Au revoir, Karine.